à toutes et à tous, bienvenue en direct sur KWZ TV dans le cadre de cette journée porte ouverte à la communauté de communes Gorges-Causse-Cévennes à Florac-Trois-Rivières. L'idée était de faire mieux connaître la communauté de communes et donc de ponctuer la journée de petits flashs éclairants, on va dire, sur les compétences ou sur les actions conduites par la communauté de communes. Ce premier plateau donc, concerne la compétence et son exercice, donc la compétence eau et assainissement. Et donc nous avons réuni un plateau pour pouvoir échanger autour de ce sujet. Alors, avant de présenter les participants, l'eau, c'est un bien qu'on qualifie souvent de bien le plus précieux, surtout quand on se revendique pays des sources. Donc ça, c'est important. Et c'est vrai que ces dernières années, on a été confrontés à des difficultés de pénurie, de tensions sur la ressource qui font qu'on interroge différemment la façon dont on utilise cette ressource en eau. Ça, c'est important, c'est un premier point. L'eau, aujourd'hui, on a vu le prix de l'eau qui a augmenté un peu partout en France. On en entend régulièrement parler. Les usagers peuvent s'en plaindre ou en tout cas avoir quelques récriminations ou revendications en la matière. C'est important. Et donc, il faut bien en tenir compte. Ce bien, c'est un bien aussi universel et à ce titre, il a une vocation patrimoniale. Donc, on parlera de petits cycles de l'eau, de grands cycles de l'eau pour replacer tout ça dans le contexte environnemental, que tout le monde comprenne bien de quoi il retourne et quels sont vraiment les enjeux. Puis on a aussi des exigences réglementaires, sanitaires de plus en plus draconiennes à mettre en œuvre qui nécessitent une technicité grandissante. Donc tout ça, ça a un impact. Et donc on va essayer de comprendre un petit peu comment tout cela fonctionne au niveau de la communauté de communes et pourquoi la communauté de communes a pris cette compétence. Donc autour de ce plateau, pour cette première séquence, donc le président de la communauté de communes, Henri Couder. On a le vice-président en charge donc, de l'eau et de l'assainissement ainsi que des travaux structurants, Serge Védrine. Le chef du service eau et assainissement, Étienne Aménigan. Pour le département, donc à la direction de l'ingénierie, ils se présenteront aussi tout à l'heure, donc Guillaume Delorme, accompagné d'Isabelle Baduel du SATEP, donc le service qui accompagne les collectivités en matière d'eau et d'assainissement. On en parlera tout à l'heure. Et enfin, pour cette première partie du plateau, Frédéric Maheu, le responsable donc Veolia pour le grand secteur de la Lozère et qui intervient sur le territoire. Donc, premier entrée en matière, on a dit qu'on voulait des choses éclairantes, un peu dynamiques. Donc là, l'idée, c'est de se dire, pourquoi l'eau ? Pourquoi l'eau et l'assainissement exercé par une communauté de communes ? Ça fonctionnait a priori pas trop mal au niveau des communes. Donc on peut s'interroger là-dessus. Donc il y a la loi NOTRe, qui est une loi qui a voulu un peu réorganiser repenser l'organisation territoriale du pays, de la France, et donc qui a amené les communautés de communes, qui a obligé les communautés de communes, normalement, une loi de 2015, à prendre cette compétence dès le 1er janvier 2020. Donc loi qui était un peu un petit séisme au niveau des compétences des communautés de communes et de leur organisation, qui a été accepté plus ou moins, en tout cas qui a fait pas mal de réflexions. Et puis très rapidement, derrière, 2018, 2022, il y a eu des lois qui ont assoupli rapidement ce qui semblait être une obligation de transfert. Et tout récemment, pas plus tard que la mi-avril, donc une loi a abrogé cette obligation. Donc dans un tel contexte, Monsieur le Président, on peut se poser la question, pourquoi donc la communauté de communes, alors qu'on pressentait depuis longtemps que l'obligation tomberait, pourquoi la communauté de communes a-t-elle pris cette compétence dès le 1er janvier 2020 ? Bonjour. Oui, on a pris la compétence eau et assainissement parce qu'on n'a pas pu prendre la compétence vin. Ça déjà, il faut le savoir. Et donc automatiquement, ça nous a quand même obligés de réfléchir autrement. Mais comme tu l'as bien dit, pour arrêter la plaisanterie, donc il faut voir sur l'historique. Donc depuis 2017, où nous avons fait donc la communauté de communes Gorges-Causse-Cévennes avec la fusion qui a été obligée par la loi NOTRe. Quand nous avons donc réuni 3 comités de communes. Dans les 3 comités de communes, il y en avait une qui avait déjà la compétence eau et assainissement. Donc, ça nous faisait une compétence qu'on appelle une compétence différenciée. Et on s'est réunis, bien entendu, on a réfléchi pour savoir si on gardait la compétence eau et assainissement sur la communauté de communes ou alors on la rendait aux communes. Comme par exemple, nous avions la compétence différenciée qui était sur les routes, que nous avons rendu aux communes et nous avons donc gardé la compétence eau assainissement. Pourquoi ? Parce que déjà, on s'était dit que quand chacun dans son coin faisait du réseau et faisait de l'amélioration du réseau, ce sont des sommes qui sont astronomiques pour les petites communes. D'ailleurs, on le voit bien puisqu'on a un état de réseau
qui n'est pas parfaitement exemplaire. Et donc on travaille depuis à essayer de refaire un peu de réseau. Mais c'était surtout de voir qu'on se groupe, qu'on puisse se grouper pour donc être un peu plus fort sur l'eau et l'assainissement, avec un partenariat aussi privilégié avec l'agence de l'eau à Dour-Garonne, qui nous donnait la certitude d'avoir un pourcentage de subventionnement qui était plus important que si on n'avait pas pris donc cette compétence. Mais je crois qu'il y a eu quand même une volonté commune au départ de garder cette compétence, alors peut-être un peu à contre-courant, comme le dit le titre, puisqu'on voit aujourd'hui qu'il n'y a plus d'obligation du tout, puisqu'on devait normalement en 2026, toutes les comités de communes devaient prendre cette compétence. Aujourd'hui, ça devient du facultatif, ça continue. Et donc, je crois quand même que cette volonté politique sur notre territoire a été courageux. C'est une volonté, enfin c'est quelque chose de courageux, mais qui est aussi comment dire, quelque chose qui envisage un avenir et qui travaille pour l'avenir. C'est-à-dire que moi je crois fortement, et d'ailleurs on est bientôt en fin de mandat, et on a quand même un peu sondé au niveau du conseil communautaire ce qu'en pensaient les maires, puisqu'au début c'était quand même un peu divisé. Et aujourd'hui, sur la communauté de communes Gorge-Caux-Cévennes, on voit que les maires qui ont vécu l'aventure avec nous se disent qu'on a fait une chose qui était une bonne chose, parce qu'ils ne reviendraient pas en arrière. Parce qu'on a créé un service eau assainissement, qui est un service qui est de plus en plus professionnel, parce qu'on a monté de toutes pièces, hein, donc avec Étienne Aménigan qui va prendre la parole après. Mais on a fait ce service, et on a aussi, voyant quand même que la communauté de communes, il faut le rappeler, fait 907 km² avec 17 communes, qu'on a donc un côté qui est qui est en fermage, mais c'est un petit côté, c'est Florac Trois-Rivières et Bédoise-Cocurès, donc avec un affermage qui est à Veolia. Et puis tout le reste est en régie. Donc on a mis du personnel, on a mis de l'humain et de la technique en place et en face de problèmes, mais on s'est dit aussi qu'on avait aussi, on a conservé aussi, on a mis des conventions en place avec les communes pour que les employés communaux qui sont les premiers à connaître vraiment les réseaux d'eau et de bien les connaître puissent réagir en premier et donc être en renfort et en support de la communauté de communes quand il y a une intervention. Donc voilà, c'est dans cet état d'esprit qu'on a commencé, qu'on poursuit. Alors on a été aidé par un cabinet d'études, on a été aidé par nos partenaires, hein, donc le département qui nous a aussi apporté son soutien pour mettre cela en place. Et je crois que, tant pis, je le dis, hein, on est à contre-courant, mais on est fiers de l'être. Bon, déjà un bon élément de réponse à cette question qu'on se posait, le contre-courant, et ça semble être une belle aventure sur cette terre d'aventure qu'est la communauté de communes. Donc, alors, on parle de l'eau, de l'assainissement depuis tout à l'heure. On oublierait facilement la facilité qu'on a à tourner le robinet pour avoir de l'eau potable ou à tirer la chasse d'eau sans se poser plus de questions de ça. Donc effectivement, ce service a été monté de toutes pièces. Étienne, est-ce que tu peux nous parler de justement qu'est-ce qu'il y a derrière ce réseau d'eau, ce réseau d'assainissement, qu'est-ce que ça représente? Et puis aussi, on a évoqué le volet humain, c'est important de bien le situer. Merci. Bonjour à tous. Oui, alors concrètement, c'est quoi le réseau d'eau potable et d'assainissement sur le territoire communautaire? Alors, comme l'a évoqué Monsieur le Président, déjà on a une partie qui est en délégation de service public, donc avec la société Veolia qui est en charge de la gestion du fonctionnement de la distribution d'eau potable sur le secteur de Florac et Bédoise-Cocurès, à savoir que tout ce qui est investissement, c'est la communauté de communes qui réalise les investissements, à l'image de par exemple les travaux qui ont été réalisés sur la rue du Théron ou les prochains investissements qui seront réalisés sur la place Paul Comte. Et donc,
Ensuite, on a voilà, un autre secteur qui est principalement en régie, géré par la communauté de communes, notamment le secteur du Cosméjean, le secteur des Gorges du Tarn, le secteur de la vallée de la Jonte, qui sont des secteurs gérés par la communauté de communes, le secteur des Cévennes, bien évidemment, que j'allais oublier, et on a ensuite une petite partie sur les COS qui sont gérés par des syndicats, que ce soit le syndicat du Sauveterre, le syndicat du Masgros ou le syndicat du Cos Noir. Donc, comment on gère ce service-là? On le gère avec un conseil d'exploitation, des élus qui sont présents, qui gèrent l'aspect décisionnaire du territoire, des investissements qui sont réalisés, et le réseau. On en vient à la problématique technique, et puis après on parlera de la partie un peu plus ressources humaines. Aujourd'hui, le territoire, il est composé sur la partie en régie, on est sur 400 km de réseau d'eau potable. Environ 96 km de réseau d'assainissement. On a une centaine de captages, qui est à peu près le même nombre de réservoirs. Et tout ça pour alimenter environ 4500 usagers. Voilà. Donc c'est un territoire, pour comparer à d'autres territoires, qui est ultra rural. Voilà. On est en moyenne à 11 usagers, 11 abonnés par kilomètre de réseau, avec des grosses problématiques, notamment sur le secteur des grosses disparités, avec notamment le secteur du Cosméjean, où on est là à 4 habitants par kilomètre de réseau. Donc concrètement, un service d'eau potable, ça se finance avec les usagers qui consomment de l'eau, et là, on a vraiment un territoire qui est très peu fourni en termes d'usagers. Et donc, ça complexifie notamment la pérennité du réseau, en sachant qu'on a récupéré un réseau qui est un petit peu en fin de vie. Voilà, c'est normal. Les investissements ont été réalisés il y a environ 60-70 ans. Et aujourd'hui, on arrive à la fin de vie des réseaux qu'il faudra au fur et à mesure renouveler. Donc, il faudra être efficace. Et on le voit notamment par le rendement du réseau d'eau potable. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un rendement de réseau d'eau potable? C'est le volume d'eau qu'on prélève sur le milieu naturel et ce qui arrive in fine chez l'usager, ou les usages qu'on en a, nous, dans le cadre du fonctionnement du service. Donc concrètement, plus on est proche de 100%, plus on a, moins on a de fuites. Aujourd'hui, à l'échelle du territoire en régie, on est en dessous de 50%. Quand on a récupéré la compétence, on était aux alentours de 40-30%. Voilà. Donc il y a vraiment un effort d'investissement à faire, ne serait-ce que pour maintenir la distribution d'eau potable chez les usagers. Donc c'est l'objet principal des investissements qui ont été initiés depuis le début. À ça, il faut aussi indiquer qu'il y avait des problématiques en termes de salubrité et de qualité d'eau. Donc il y a des investissements aussi qui ont été réalisés par la communauté de communes pour assurer une eau qui soit de bonne qualité. Donc il y a encore des investissements à faire, mais en tout cas, on travaille en ce sens-là. Donc ça, c'est pour la thématique de l'eau potable. Mais on a également une problématique sur la thématique de l'assainissement. J'avais commencé à l'évoquer avec la problématique, le linéaire de réseau. On a des stations d'épuration qui sont certaines aussi en fin de vie. Donc il y a des investissements à réaliser, à l'image par exemple de ce qui est en train de se faire et qui est quasiment terminé sur la station d'épuration de Massin-Chély-Cossignac, où on avait une installation qui était vétuste avec des eaux usées qui coulaient directement dans le karst sur le Cosméjean. Et donc il y a tout un programme d'investissement à réaliser sur le territoire. Et heureusement, c'est notamment l'intérêt d'avoir transféré la compétence. On a une facilité, on a plus de facilité, alors ça ne veut pas dire que c'est facile, mais en tout cas on a plus de facilité à réaliser ces investissements-là en étant groupés, et puis en lien aussi avec les partenaires financiers qui, justement, voyant un service qui est structuré, qui essaye de prioriser les investissements, que ce soit une logique en lien avec les urgences et les problématiques, il y a un partenariat qui est renforcé et qui permet justement de réaliser ces investissements-là. Donc voilà, sur les investissements. Ensuite, sur l'aspect comment on gère au quotidien. Donc le président l'évoquait aussi. Au départ du transfert de compétences, le mot d'ordre, c'était proximité sur le terrain. Donc c'est ce qu'on a mis en place avec des mises à disposition des agents communaux. Et au fur et à mesure, on a des agents soit qui partent à la retraite, soit qui ne souhaitaient pas faire partie de l'aventure. On a
structurer le service avec des agents communautaires qui réalisent au fur et à mesure la totalité de la gestion de l'eau potable. C'est le cas notamment sur le secteur des Gorges du Tarn, sur Ispagnac, sur Mer-Ouest, sur le Cosméjean, qui permet également de professionnaliser la fonction, puisque c'est des gens qui ne font plus que ça, et qui permet aussi de s'affranchir de plus en plus de partenaires. Notamment aujourd'hui, on réalise beaucoup de recherches de fuites en interne, on réalise des travaux en régie, avec l'objectif d'être le plus efficace et d'être le plus rapide possible. D'accord. Et donc, pour avoir une petite idée, le président l'a évoqué, tu l'as complété aussi, mais sans préciser forcément l'ampleur de l'enveloppe, les travaux conséquents. Donc aujourd'hui, à peu près, les investissements qui sont réalisés, qu'est-ce qui reste encore à faire ? Sans faire peur à tout le monde. Alors, dire ce qui reste à faire, ça sera compliqué, mais ce qu'on peut faire déjà, ce qu'on a fait déjà, on peut le dire. Aujourd'hui, quand on a travaillé sur le transfert de compétences, il y avait une estimation des investissements à réaliser dans les 15 prochaines années, donc en 2020, qui était de l'ordre de 15 millions d'euros d'investissement sur l'eau potable, et je crois que c'est à peu près la même chose sur l'assainissement. Donc ça fait des gros volumes d'investissement, et c'est ni plus ni moins que pour maintenir le service. Ce n'est pas pour faire des agrandissements, des extensions, c'est juste pour maintenir le service en l'état et assurer la distribution d'eau potable. Donc aujourd'hui, voilà, c'est à peu près l'enveloppe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ? On a priorisé. On a priorisé par rapport à notamment des enjeux liés à la sécurisation de l'alimentation en eau potable, avec des renforcements de réseau. On a également réalisé, je l'évoquais tout à l'heure, des problématiques, là pour le coup, qui étaient vraiment fortes sur un aspect de qualité d'eau. Donc mettre en place des traitements d'eau potable sur, de mémoire, 8 réseaux où il n'y avait pas de présence, dont des réseaux qui étaient assez conséquents. Donc mise en place de traitements avec des enveloppes quand même assez conséquentes en termes d'investissement, puisqu'à peu près, il faut compter qu'un traitement UV, c'est de l'ordre entre 30 et 50 000 euros d'investissement. Pour aujourd'hui, comme je disais, un réservoir, il peut alimenter une trentaine de personnes en maximum. Ça nous est arrivé, voilà, on a des investissements à réaliser des fois pour 1 ou 2 abonnés, parce que ce qui est logique, il est censé avoir le même service que l'usager qui est sur par exemple la commune de Florac ou la commune de Mer-Ouest, à titre d'exemple. Voilà. C'est la difficulté du service public dans des secteurs accidentés ou de moyenne montagne comme le nôtre. Ouais. Un dernier point, Étienne, par rapport au prix de l'eau. Donc comment ça s'est passé ? Parce qu'il y avait une compétence qui était exercée par chacune des communes. Donc il a fallu harmoniser un petit peu les choses. Comment ça s'est mis en place ? Comment ça a été perçu et où on en est ? Alors concrètement, dans le cadre du transfert de compétences, il y a eu justement une étude de convergence tarifaire, donc d'arriver à un tarif cible qui avait été défini initialement. Et donc, dans la réflexion, donc on avait ce tarif cible avant le transfert de compétences qui avait été validé. Et en 2020, les élus avaient décidé, la première année, déjà, on voit comment on fonctionne et on voit si vraiment il faut aller vers le tarif cible qu'on avait défini. Donc, la première année, les tarifs n'ont pas été modifiés. Et puis à la fin de l'année, on a dit oui, concrètement, il va y avoir nécessité de converger sur un tarif qui correspond à peu près à ce qui avait été dessiné dans le cadre de l'étude initiale. Et donc dès l'année 2021, il y a eu une modification des tarifs avec des réunions publiques pour expliquer le pourquoi. Concrètement, le pourquoi, c'est une mise à niveau de tous les services. On n'est pas sur l'objectif on n'était même pas au départ sur l'objectif de faire des investissements supplémentaires, on était juste comment on arrive à équilibrer un budget, puisque un budget d'eau potable et d'assainissement, les recettes qui permettent de financer tous les fonctionnements et l'investissement, c'est les factures d'eau potable. Donc aujourd'hui, on avait étudié ça et malheureusement, il y a pour la plupart des territoires, il y a des territoires où il y a eu des diminutions, mais la quasi-totalité des territoires, il y a eu une augmentation des tarifs. Voilà. Cette convergence, elle s'est faite en plusieurs fois, en plusieurs années, pour arriver aujourd'hui, depuis l'année dernière, je crois de mémoire, à un tarif unique qui est pratiqué sur l'ensemble du territoire en régie. Merci. On y voit un peu plus clair, c'est important. Et donc on a vu toute la difficulté à arriver à
organiser le service, à prioriser, à mettre en œuvre ses réalisations. Il y a des appuis qui sont apportés, notamment c'est le cas, on a cité l'agence de l'eau qu'on excuse aujourd'hui, ils ne pouvaient pas être présents à nos côtés. En tout cas, on a le département de la Lozère qui est bien présent. Le rôle du département par rapport aux collectivités qui sont compétentes en matière d'eau et d'assainissement, on imagine financement bien entendu, mais pas que, j'imagine. Donc il y a un appui plus d'ordre technique. Comment on peut présenter tout cela pour que ce soit bien clair et bien voir l'articulation qui s'exerce avec le service? Alors, je pense qu'on peut bonjour à tous. On peut le préciser essentiellement sur 3 axes. Le premier, c'est d'avoir une réflexion stratégique à l'échelle départementale. Donc on a un schéma qui a été réalisé en 2006, donc qui maintenant est un peu ancien, mais qui donne une orientation, qui a identifié un certain nombre de projets structurants, et dont certains concernent directement le territoire de la communauté de communes. Et ces projets structurants, c'est des projets qu'on va accompagner particulièrement parce qu'ils vont sécuriser durablement la ressource et l'accès à l'eau. Donc ça, c'est, on va dire, cette stratégie, c'est un élément important. Et donc les élus départementaux ont souhaité qu'on remette ce sujet sur la table. Et donc c'est un des sujets qui va nous occuper dans les prochains mois, dans les prochaines années. C'est réviser cette stratégie globale, la projeter avec le changement climatique, avec l'horizon de 2050, de 2070. Donc à partir de cet automne, on va travailler fortement sur ce sujet pour retravailler ce schéma départemental et cette stratégie pour l'eau à l'échelle départementale. Dans cette stratégie aussi, il y a eu tout un travail qui a été fait sur les assises de l'eau qui concernait aussi sur des questions plutôt de conciliation des usages, d'économie d'eau, voilà, des réflexions un petit peu pour essayer d'être plus sobre dans nos usages, notamment de l'eau, puisque par rapport à une ressource qu'on envisage moins disponible à l'avenir, c'était aussi un sujet d'importance. Et ensuite, les 2 autres moyens d'intervention du département, voilà, le sujet du financement, tu l'as évoqué. Effectivement, dans le cadre des contrats territoriaux, dans le cadre des aides du département au titre de la solidarité territoriale, on intervient. Et puis le dernier bloc, c'est ce qu'on appelle l'assistance technique qui est prévue par la loi, qui nous permet de mettre en place un service d'appui aux collectivités qui sont gestionnaires de services d'eau potable et d'assainissement, avec une équipe qui va pouvoir accompagner certaines démarches un petit peu particulières, ou qui va avoir une compétence notamment pour aller faire par exemple des bilans ou des analyses tout à fait spécifiques à un certain nombre de périodicités, notamment par exemple pour l'assainissement. Il y a un certain nombre de bilans qui sont faits par l'équipe du SATES qui va venir sur l'eau potable. Je laisserai Isabelle détailler un petit peu plus les choses. Mais voilà, en fait, cette assistance technique, c'est vraiment être aux côtés des collectivités pour leur permettre de mettre en œuvre leurs compétences dans les meilleures conditions, et avec pour nous aussi la possibilité d'avoir une vision en croisant des enjeux à une échelle plus large que l'échelle interco là en l'occurrence, mais que l'échelle du maître d'ouvrage, et puis d'avoir aussi une vision avec des expertises un peu poussées sur certains sujets. Je pense notamment par exemple sur l'assainissement, on excuse aussi l'équipe assainissement qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais voilà, on a aussi un regard qui peut être apporté sur le fonctionnement, sur des solutions techniques qui peuvent être apportées, et un appui par rapport aussi à la conception de projets qui vont venir répondre aux enjeux des territoires. Voilà. Merci Guillaume en tout cas pour cet éclairage, et merci aussi pour l'appui qui est apporté. Alors, on peut imaginer que le département se réjouissait certainement du transfert obligatoire aux intercommunalités. Ça aurait fait plus que 10 interlocuteurs au lieu d'une certaine multitude. Alors oui, c'est sûr que c'est quelque chose qui d'ailleurs fait partie des missions qui nous ont été confiées, qui nous sont confiées par l'agence de l'eau, par les agences de l'eau à l'échelle départementale, que d'accompagner ce transfert. Ça a imposé aussi pour nous de se repositionner, parce que comme l'évoquait Étienne tout à l'heure, il y a une professionnalisation des services qui se fait avec le transfert de compétences. Donc on va dire que l'appui de premier niveau, il est moins nécessaire quand on interagit avec des communautés de communes.
Voilà, l'évolution législative que tu évoquais en introduction va montrer que on va maintenir cet appui de premier niveau, mais on se rend compte aussi que dans le cadre de la communauté de communes, et des 4 communautés de communes qui ont transféré soit l'AEP assainissement en entier, soit qu'une partie pour une des communautés de communes en Lozère, on se rend compte qu'on est toujours en appui de ces communautés de communes sur des sujets effectivement qui sont peut-être un petit peu plus stratégiques, un petit peu plus experts entre guillemets. On va venir chercher quelque chose d'un petit peu plus élaboré, mais en tous les cas on continue à intervenir, y compris pour les communautés de communes pour apporter ce soutien. Merci Guillaume. Donc concrètement, au niveau donc le service d'appui, cette fois au niveau de l'eau potable du département, Isabelle Baduel, donc la responsable de ce service, qu'est-ce qu'il en est? Alors, bonjour. Au niveau du SATEP, nous, on accompagne les collectivités et les communautés de communes sur les problématiques de l'alimentation en eau potable, que ce soit dans les domaines de la protection, mise en place des périmètres de protection des captages, qui a un impact sur la qualité de l'eau. On intervient avec eux sur les domaines de l'ingénierie puisqu'on peut les assister pour monter des dossiers de subvention et des dossiers pour recruter des bureaux d'études avec lesquels ils vont travailler, notamment sur les dossiers de transfert de compétences avec lesquels on a travaillé avec toutes les communautés de communes. On peut les accompagner sur des études plus stratégiques, que ce soit des schémas directeurs, vraiment où il y a une spécificité propre, avec une base de données d'information, puisque le département a beaucoup bancarisé sur les informations depuis plusieurs années. Et là, on a un vrai rôle à jouer pour accompagner les collectivités. Donc ça, c'est un rôle législatif. Les spécificités en Lozère, c'est un rôle, une mission qui a été confiée au département. Spécifiquement en Lozère, qu'est-ce qui ressort de votre mission dans son exercice quotidien? Il y a eu un très très gros volet sur la partie eau potable qui est au niveau des périmètres de protection. À l'échelle du département, on est à peu près à 70% de mise en place des périmètres de protection des ouvrages. On a eu un volet important sur les schémas directeurs, qu'on continue encore, puisqu'aujourd'hui, c'est une exigence des agences de l'eau. On joue un rôle important aussi sur les outils de déclaration auprès de l'agence, et où là, on voit toute la spécificité et l'intérêt d'avoir des personnes qui se professionnalisent, puisque c'est de déclarer des indicateurs de qualité. Et pour déclarer ces indicateurs de qualité, ça veut dire qu'il faut avoir des outils de gestion, des outils de suivi de ces réseaux, de ces fuites, de la cartographie. Ça nécessite des investissements, ça nécessite de l'ingénierie derrière pour les interpréter. À l'heure actuelle, les outils qui sont déclarés aux agences de l'eau vont servir de base fiscale pour les redevances. Donc nous, on accompagne les collectivités pour déclarer ces indicateurs-là, mais il y a un réel intérêt d'être passé en communauté de communes et de se professionnaliser, puisque ça aura un impact sur les redevances. Et puis, ça permet de comprendre aussi tout le fonctionnement des réseaux et de faire des priorités de travaux et d'avoir une réactivité beaucoup plus importante. Merci Isabelle. Merci. Donc on l'a évoqué, le service soit il est géré directement avec des agents communautaires, des moyens communautaires, donc on parle d'une régie, ça a été précisé tout à l'heure, ou alors sur des secteurs, c'est une volonté politique qui le définit, c'est des choses qui cohabitent très bien ensemble. On peut être sous la forme d'une délégation de service public, voire une concession. Enfin en tout cas, c'est délégué donc, à une entreprise privée. On a sur le plateau donc, Frédéric Maheur, responsable du secteur Lozère, qui intervient donc, sur la délégation de service public qui concerne Florac Trois-Rivières et Bédouès Cocurès. Donc comment s'articule l'action de Veolia Eau sur ce secteur aujourd'hui en lien avec le service? On peut poser la question du point de vue l'évolution historique. Et puis c'est vrai qu'il y a un nouveau contrat qui vient d'être signé, j'en dis pas plus, je te laisserai Frédéric en parler. Et, voilà. Et les missions aussi de Veolia aujourd'hui, on a dit il y a plein de nouveaux enjeux ou des enjeux qui sont renforcés au niveau de la consommation de l'eau, du rendement des réseaux. Comment ça se traduit, vous, au quotidien dans votre action? Bonsoir à tout le monde, bonjour. Notre rôle, nous Veolia, donc, nous sommes délégataires pour la communauté de communes depuis le début des années 80, c'était le CIVOM auparavant. Notre rôle est de produire et distribuer l'eau potable sur les 4 communes. Et la même chose, donc c'est le transport et le traitement des eaux usées au niveau de Florac. Tout arrive sur Florac.
Veolia est un partenaire donc, depuis fort longtemps avec Florac. Oui, et notre rôle auprès de la collectivité est bien évidemment d'avoir des réunions régulières pour tenir au courant de la situation, qu'elle soit bonne ou pas bonne, notre transparence bien évidemment par rapport à tout ce qui est fait, et notre rôle également est de conseiller ou d'orienter pour des travaux d'amélioration sur l'eau potable ou l'assainissement. Notre force, quelque part, c'est de chercher à performer, que ce soit sur le réseau d'eau potable ou sur l'assainissement, d'améliorer tous les jours notre qualité et bien évidemment, avec les temps qui courent, d'améliorer notre rendement de réseau, qui est un travail de tous les jours. La recherche de fuite, réparation de fuite, bien évidemment. Donc, voilà notre rôle principal avec la collectivité et la communauté de communes. D'accord. Et dans les missions de Veolia au quotidien, par rapport à ces nouveaux enjeux de ressources, de préservation de la ressource, quelles sont les incidences que vous avez pu constater? Est-ce qu'il y a ces tensions sur la ressource en eau? Comment ça se traduit? Est-ce qu'il y a une recherche de nouveaux captages Donc des tensions, nous avons connu des tensions, notamment en 2022, avec des risques de manque d'eau. D'où l'importance de suivre le rendement de réseau et de suivre les débits de nuit pour réagir au plus vite et parer à cet éventuel manque d'eau qui peut arriver, notamment en période d'étiage, c'est-à-dire au mois de septembre, voire octobre, comme on a pu le connaître en 2022. Merci Frédéric, c'est effectivement une nouvelle dimension. Jusqu'ici, on parle de continuité du service public de distribution de l'eau. Effectivement, jusqu'ici, une casse mécanique pouvait amener une rupture de la continuité. Aujourd'hui, c'est le problème de la ressource et des tensions qui peuvent survenir, qui doivent être pris en considération. Merci en tout cas pour ces explications. On va compléter ou changer un petit peu le panorama du plateau. Donc, merci Isabelle, merci Frédéric qui vont nous quitter. Et nous allons accueillir Céline Delagne, donc la directrice du syndicat mixte de bassin versant de Tarn-Amont, et Alain Coube. Alain Coube, donc le président de l'association de protection du Tarn, également partenaire donc, de l'exercice de ses compétences. Merci Alain, bienvenue. Donc on a parlé de petit cycle de l'eau. En gros, le petit cycle de l'eau, c'est de la source au robinet et en gros de l'eau usée qui repart de chez vous jusqu'à sa remise dans le milieu naturel après traitement. Il y a aussi ce qu'on appelle le grand cycle de l'eau. Donc on va essayer de verdir un petit peu notre discours. Donc le grand cycle de l'eau, qu'est-ce qu'on peut en dire, Céline? Et comment ça s'articule avec ce petit cycle de l'eau? Le grand cycle de l'eau, donc bonjour à tous d'abord. Le grand cycle de l'eau, en fait, on considère que c'est l'eau qui tombe dans le milieu naturel, donc à partir d'un bassin versant, donc les limites topographiques, voire hydrogéologiques, donc ce qui se passe en souterrain, qui viennent alimenter nos petits cours d'eau, nos rivières, nos fleuves jusqu'à la mer ou l'océan. Le parallèle avec le petit cycle, c'est qu'en fait, ce milieu naturel du grand cycle n'est pas indemne de fréquentation. Voilà, on vit sur ce territoire-là. Et pour préserver nos cours d'eau et nos zones humides également aussi, qui bordent ces cours d'eau, on a besoin d'une eau de qualité. Et donc, toute l'importance, en fait, d'avoir un interlocuteur qui est structuré, qui est aussi professionnel, qui puisse en fait préserver cette qualité de l'eau par des installations conformes au niveau de l'assainissement, que ce soit de l'assainissement collectif ou de l'assainissement autonome lorsque le collectif n'existe pas, parce que c'est vrai qu'on en a parlé beaucoup en collectif avec Étienne, mais il y a également tout ce qui est l'assainissement autonome chez l'individuel qui n'est pas relié au réseau. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important pour nous. Et puis le côté plus, on va dire, ressources eau potable, où aujourd'hui, on le voit, on est quand même dans une raréfaction de la ressource en eau, avec des sécheresses comme on a connu en 2022-2023, où on a eu des débits, des étiages très sévères. Il faut faire
prendre des précautions le plus possible pour éviter de gaspiller notre eau. Et donc par un acteur professionnel comme peut être la communauté de communes et aussi un interlocuteur à une échelle qui, moi, me semble quand même intéressante pour avoir une vision assez homogène et globale de ce qui se passe, c'est intéressant en travaillant sur la réduction des fuites, par exemple. Voilà, c'est vraiment ce lien-là entre petit cycle et grand cycle. Merci en tout cas Céline. Et donc c'est vrai qu'il y avait des compétences qui étaient exercées en partie par le syndicat mixte précédemment, qui ont été transférées, donc ça a facilité ce relationnel qui aujourd'hui s'est noué de manière très professionnelle, quoi. Tout à fait, c'est des échanges qui ont perduré en fait avec l'ancien syndicat Grand Site des Gorges du Tarn, de la Jonte et des Cosses, et depuis 2018 le passage au syndicat mixte du bassin versant du Tarn amont, où on a gardé la compétence vraiment grand cycle de l'eau, gestion des cours d'eau, protection contre les inondations, avec des outils dédiés comme un schéma d'aménagement des eaux ou un contrat de rivière, mais qui intègre en grande partie les acteurs qui sont aujourd'hui autour de la table, ou de l'Assemblée, on va dire, pour travailler sur ces questions-là et avoir vraiment une vision cohérente et je dirais stratégique pour se prémunir face au changement climatique qui nous arrive en grande pompe sur nos secteurs, même en tête de bassin versant. Merci Céline. On a parlé tout à l'heure, Étienne avait évoqué la gouvernance. Donc la gouvernance, c'est la façon dont politiquement les choses se décident. Et aujourd'hui, on est dans une période où effectivement on élargit au maximum, en essayant de concerter le maximum de gens. Donc il y a ce conseil d'exploitation qui a été évoqué par Étienne tout à l'heure. Et donc au sein du conseil d'exploitation, il y a certes des élus, il y a les partenaires techniques qui sont là, et on a aussi des représentants du monde associatif, ou ce qu'on appelle la société civile. Et donc on a un éminent représentant aujourd'hui. Donc Alain Coub qui est président donc, de l'association de protection du Tarn. Et donc, si on doit résumer, je vais le faire rapidement, après Alain va développer, mais en tout cas, de longue et haute lutte pour la préservation de la qualité des eaux du Tarn. Et donc, un partenaire, un interlocuteur, en tout cas, depuis très longtemps, qui est intégré aujourd'hui dans cette gouvernance mise en place. Avec une voix consultative, certes, mais c'est important qu'on soit entendu parce que nous considérons que le Tarn, c'est le vecteur économique de la région. Et quand le maire d'Ispagnac de l'époque, dans mon premier mandat, avait à faire face à la pollution des eaux de baignade l'été, c'était dramatique parce que ça apparaissait sur la place publique. On a été jusqu'à être un des points noirs baignade du Languedoc-Roussillon. Donc, pour arriver au résultat où nous sommes aujourd'hui, ça a pris du temps. Une première phase a été de mettre en évidence la source de la pollution. On a pensé, on a démontré que, par des prélèvements que c'était l'ancienne station d'épuration qui fonctionnait mal. Elle a été remplacée en 2008 par une station moderne. Et, manque de chance, le problème a continué. Ça a surpris tout le monde, y compris l'ARS, bien entendu. Tout le monde pensait que ça venait des campings, des villages, des petits hameaux et tout. Non, ça venait du réseau d'assainissement. On l'a démontré avec l'ARS, avec l'agence de bassin, et puis quand la communauté de communes s'est structurée, nous avons trouvé là, et je dois le dire, une compétence extrêmement importante, des gens très attentifs, et tout de suite ça a avancé. Tout de suite ça a avancé. On a été rechercher le bon bureau d'études pour faire un bon diagnostic, et puis parti de là, ça roule. Maintenant, moi, je ne suis plus inquiet. Parce que ça va se faire. Ça prendra peut-être du temps, parce qu'il faut de l'argent, n'est-ce pas ? C'est plusieurs millions d'euros. Mais ça va se faire, et nous sommes ravis. Bon, après, il restera des petits problèmes. Mais quand le problème, la difficulté, comme dans tout, dans ce que je faisais auparavant, c'est de poser le problème. Une fois que le problème a été bien posé, et grâce à la compétence de la communauté de communes, mais bien sûr d'autres, je ne vais pas les reciter, eh bien, ça s'est résolu.
Merci Alain. Et effectivement, on voit bien, là, on rejoint la logique des schémas directeurs qui ont été évoqués tout à l'heure par Isabelle ou Guillaume, qui sont mis en œuvre, qui permettent de coordonner les choses, une volonté politique d'avoir un périmètre d'intervention qui soit cohérent et structuré, et une professionnalisation. Donc, pour clôturer ce premier plateau, président, donc je sais pas, on peut imaginer des regrets par rapport au transfert de cette compétence, de satisfaction toute particulière sur des sujets, des nouvelles aventures en perspective. Des regrets, on a toujours, parce qu'on voudrait que ça aille plus vite, comme l'a dit Alain tout à l'heure. Non, je crois que on a posé le problème. On a posé le problème sur la table, ce qu'il a dit. Et c'est surtout qu'on s'est écouté, on a dialogué. Et comme on dit souvent, quand on est 5 ou 6 autour de la table, on est plus intelligent que tout seul. Donc automatiquement, il y a des discussions des fois, un peu vives, parce qu'il a l'air calme comme ça, Alain Couve, mais il n'est pas très calme. Hein. Alors des fois, il y a des noms d'oiseaux qui sortent, mais il n'empêche que c'est toujours dans un état d'esprit constructif. Et moi, je crois qu'on est sur la bonne voie. Moi, je suis très content d'avoir entendu aujourd'hui que le département se remettait au travail. Vous n'êtes jamais arrêté, hein, attention. Hein. Mais un coup de bélier sur l'eau. Parce qu'il faut bien dire une chose, c'est que nous, ici, on a tous la volonté de faire quelque chose sur l'eau. Mais ce qui nous manque, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Alors, on a une agence de l'eau, ici, à Dour-Garonne, et on peut la remercier, qui vraiment fait son travail. Alors, je ne connais pas les autres, mais je sais que celle-là, à Dour-Garonne, elle fait son travail. Quand elle dit quelque chose, elle le fait. Nous, quand elle nous a dit « Vous avez été courageux de prendre cette compétence, on va vous aider et on va vous donner plus de subventions que si vous ne l'avez pas pris. » Eh bien, ils l'ont fait. Et aujourd'hui, on a fait des réalisations qu'on aurait eu plus de difficultés à faire et on a remis plus longtemps. Bien entendu qu'il faut prioriser. Quand j'entends le département qui dit on va se remettre, on va retravailler sur l'eau parce qu'on a aujourd'hui, tout le monde le sait, un changement climatique, mais pas que. Il faut aussi aider les communes et les comités de communes sur du réseau. Eh bien, c'est important parce que aujourd'hui, il faut savoir que sur de la création de réseau, on peut être aidé, mais il faut monter les dossiers. Il faut monter les dossiers très, très, très professionnellement. Mais il le faut, c'est obligatoire. Mais de plus en plus, et on est dans un moment où on ne va pas tous se mettre à pleurer, mais on est quand même dans un moment de crise financière et que nous, on a toujours considéré qu'un euro, c'était un euro et qu'il fallait le mettre au bon endroit. Mais là, c'est de plus en plus prégnant parce qu'il y a eu des réalisations qui ont été faites. On se demande vraiment pourquoi elles ont été faites. Là, maintenant, il faut vraiment qu'on se mette vraiment autour de la table et qu'on discute tous ensemble et bien en amont de la réalisation pour qu'on aille tous dans le même sens. Parce que déjà et ça, c'est pas de notre ressort, mais on est déjà lent. Les collectivités, au niveau de la réalisation, on est déjà lent. Parce que le temps de monter... Aujourd'hui, on se dit que si aujourd'hui on démarre un projet, si jamais si on n'a pas de problème, si tout roule, si tout le monde est d'accord, si tous les subventionneurs sont d'accord, dans 24 mois, on pourra peut-être mettre le premier coup de pioche. 24 mois, 2 ans. Moi, je comprends les gens de la société civile qui te disent « Mais qu'est-ce que vous faites ? Mais pourquoi vous attaquez pas plus vite ?» Et bien alors là, moi, ce que je leur réponds, c'est qu'il faudrait que dans leur vie, ils fassent au moins un mandat et qu'ils voient comment ça se passe à l'intérieur. Voilà. Ouais. Parce que quand on crée quelque chose, il faut aller à l'intérieur pour voir comment ça se passe. Donc, moi, je n'ai pas de regret sur la prise de compétence. J'en suis même fier. Je suis fier de tous les élus et de tous les techniciens qui travaillent au jour le jour pour améliorer notre service et aussi de mettre aussi, que la population comprenne que l'eau paye l'eau et qu'aujourd'hui l'eau est une ressource qui va être une ressource rare et qu'elle va être encore plus chère dans les années qui arrivent.
Il faut pas qu'on se leurre. Il ne faut pas dire aux gens, vous inquiétez pas, demain on rase gratis, c'est pas vrai. Donc demain, l'eau sera encore plus chère qu'aujourd'hui. Et il faudra qu'on en économise encore plus. Et ça, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que quand nous qui vendons de l'eau, on dit aux gens, soyez plus économes, donc nous consommons moins d'eau. Mais il faut quand même faire tourner le service. Donc automatiquement, c'est un effort collectif qu'il faut que l'on fasse pour que dans l'avenir, eh bien, l'eau potable soit là et soit appropriée pour les besoins de l'eau potable. Un exemple, récupération d'eau de toiture sur le Cosméjean en faisant des citernes pour les agriculteurs, parce qu'aujourd'hui, les brebis boivent de l'eau du réseau. Alors, on peut très bien faire boire de l'eau hors du réseau à des brebis. Mais ce que les brebis vont consommer, avec ce système, ne le consommeront pas en eau potable et en eau qui a été traitée. Donc tout ça fait... Alors, c'est pas grand-chose, parce que remettre de l'eau sur le COS dans des citernes, nous, on n'a rien inventé, hein, parce que nos grands-parents le faisaient. Mais à première vue, on est intelligent, parce qu'on l'a remis au goût du jour. Donc on ne fait que s'adapter aujourd'hui à la situation climatique qui arrive et qui, c'est pas parce que ça fait 2 ans qu'aujourd'hui on a de l'eau et peut-être que l'an prochain on sera dans une crise qui sera pire que 2022. Et moi, je vous dirais franchement que j'ai connu, enfin, on a vécu 2022 et si on pouvait ne pas le revoir, ça serait pas grave. Voilà. Merci Président. Pour terminer, donc on parle du Cosméjean. Je pense à Serge Védrine. Donc effectivement, Serge, président du syndicat mixte de bassin versant de Tarn-Amont, et aussi le vécu, on va dire, de l'époque du CIVOM de Florac, tout ce qui a été évoqué là, et donc ce regard un peu rétrospectif sur toutes les évolutions qu'il y a pu y avoir en matière de gouvernance autour de l'eau, et surtout de la professionnalisation de l'exercice de la compétence. Oui, alors c'est vrai que de transférer la compétence à une société de gestion de l'eau spécialisée dans ça, dans donc l'eau, l'assainissement, nous a permis quand même de plus, et bon, beaucoup de travaux aussi à côté de séparatifs, mais de plus avoir de rejets dans le milieu naturel. Ou s'il y a des rejets, malheureusement, c'est accidentel. Mais bon, avec notre fermier, on a des résultats très bons, j'estime, qui sont très bons, et on participe à l'amélioration de la qualité de l'eau du Tarn. Voilà. Merci pour tous ces témoignages. Donc une belle aventure que cette prise de compétence depuis le 1er janvier 2020, mais ça avait démarré, comme l'a dit le Président, bien avant, et ça semble vouloir durer encore relativement longtemps vu l'étendue des travaux qui sont attendus. En tout cas, merci à tous les partenaires et merci pour tous ces témoignages. Merci à vous et je donne rendez-vous pour le prochain plateau dans un peu moins d'1 heure maintenant. Merci.